C'est le propre de l'épidémie que d'arriver comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et sans doute avons-nous eu tendance, dans notre époque hautement médicalisée et technicisée, à perdre de vue cette fragilité, cette vulnérabilité de l'homme, puisqu'on avait même cru qu'on pourrait, à la fin du XXe siècle, qu'on pourrait se débarrasser des maladies infectieuses. La pandémie de Covid-19 a précipité les sociétés dans un temps suspendu et fait vaciller quelques certitudes. Véritable sonnette d'alarme, nous devons changer notre rapport au vivant, ou nous préparer à faire face efficacement pour éviter qu'une nouvelle pandémie nous paralyse à nouveau. Au néolithique, on pense que les épidémies humaines finalement apparaissent en lien avec l'élevage, avec la sédentarisation et le besoin de créer une économie fondée sur l'exploitation de l'animal et qui va déclencher des phénomènes dont les premières épidémies, peut-être de variole, peut-être de rougeole, de ce type de maladies vont s'implanter. Le virus fait partie de ce qu'on échange avec les animaux. On transmet des virus aux animaux. Il y a des virus des animaux dont nous avons oublié l'origine animale, comme la rougeole qui vient de la peste bovine. Donc c'est vrai que c'est toute cette histoire qu'on a envie de raconter aujourd'hui. Et l'urgence de la pandémie fait qu'on a justement peut-être l'attention aujourd'hui pour entendre cette longue histoire. C'est ce qu'on appelle l'histoire de l'anthropocène, c'est-à-dire effectivement des transformations brutales que l'homme a imposées à son environnement et qui lui reviennent sous la forme de catastrophes. L'idée qu'une pandémie va arriver, qu'un virus venu des animaux, nous ne serons pas immunisés contre lui, cette idée prend véritablement dans les années 80 avec la découverte d'Ebola, le sida et la prise de conscience que nous n'en avons pas fini avec les maladies infectieuses, mais qu'au contraire, du fait des transformations écologiques accélérées, notamment l'élevage massif d'animaux de consommation, de nouvelles maladies infectieuses vont émerger dans les transformations des relations entre humains et animaux. Dans les années 70-80, quand on a voulu expliquer l'émergence de ces nouveaux pathogènes, on a parlé de révolution de l'élevage industriel, donc livestock revolution, qui consistait à dire que le nombre d'animaux élevés à des fins de consommation humaine était tellement énorme que ça mettait fin effectivement à mettons, 10 000 ans d'élevage pendant lesquels les humains et les animaux avaient cohabité et avaient échangé des pathogènes de façon assez coévolutive, adaptative. Et puis, effectivement, il y a eu ce seuil passé dans les années 70 qui correspondrait peut-être à un seuil équivalent à celui de la révolution néolithique, quand, justement, on a commencé à domestiquer certaines espèces d'animaux et de plantes. L'action de l'homme dans son environnement favorise l'apparition de nouveaux pathogènes. Mais qu'en est-il de leur transmission ? Un pathogène, c'est quoi ? C'est un organisme qui vit aux dépens d'un autre organisme et qui lui porte préjudice. La première catégorie de pathogènes qui peuvent être transmis, c'est ce qu'on appelle les maladies vectorielles. C'est-à-dire qu'il faut un vecteur pour transmettre le pathogène. Ce vecteur, ça peut être un insecte, un acarien, les tiques, moustiques, puces, la peste, par exemple. Et donc là, si on arrive à contrôler le système vectoriel, si on arrive à l'endiguer, automatiquement on endigue la maladie parce qu'il a besoin. Donc il est plus facile de gérer un système vectoriel. La deuxième catégorie, je vais appeler ça les maladies de contact direct. Et on va prendre deux emblématiques que sont le HIV et Ebola. Et puis, la troisième catégorie, c'est notre fameux coronavirus, c'est le virus de la grippe. C'est ceux qui sont, à mon avis, le plus difficile à contrôler. C'est les fameux pathogènes transmis par aérosol. C'est-à-dire par les voies aériennes, que ce soit dans des gouttelettes, par l'air, mais aussi par contact, puisque quand je parle, là,
ben, j'envoie des gouttelettes sur mes mains. Ensuite, si je touche, eh bien, je peux contaminer. Donc, c'est en fonction de ces différentes catégories qu'on peut vraiment commencer à comprendre comment fonctionne le mécanisme d'un pathogène. Une fois transmis à l'homme, le SARS-CoV-2 a la particularité de se répliquer à plusieurs endroits dans le corps humain. Les scientifiques ont fait des découvertes importantes pour expliquer son mode de propagation. On s'est intéressé à regarder les protéines sur lesquelles nous on travaillait, parce qu'on travaille depuis 15 ans sur les coronavirus. Et par ailleurs, on s'est également intéressé par la suite à un des acteurs majeurs de la réplication virale, la protéine Spike. Donc c'est celle qui est à la surface finalement des coronavirus et qui donne l'aspect en couronne au virus. On a immédiatement observé que dans la protéine Spike, en fait, il y avait une modification de séquence qui apparaissait à un endroit particulier. Et elle rend la protéine Spike sensible à une protéase qui s'appelle la furine, qui est très largement exprimée dans le tractus respiratoire humain. Et cette séquence nous indique que probablement ce virus va être assez capable de se propager efficacement dans l'espèce humaine et surtout, au lieu d'infecter seulement certains types restreints de cellules, être capable d'infecter différents types de tissus parce qu'on sait que la protéase, la furine, est exprimée de manière ubiquitaire, donc c'est-à-dire dans l'ensemble des cellules de notre corps. La modification observée sur une des séquences de la protéine Spike peut être d'origine naturelle ou artificielle, et pose donc la question de l'origine du virus. On a réinterrogé les études qui étaient sorties très rapidement après l'émergence du coronavirus, qui disaient que ce virus était très proche et que l'ancêtre proximal était un virus qui avait été identifié dans une population de chauves-souris de la province du Yunnan. Et le nom du virus proximal est RATG13. Alors, quand on compare les séquences, ce qu'on observe, c'est qu'il y a environ 4% d'écart génétique, de divergence génétique entre les deux séquences. Donc entre le virus de chauve-souris et RATG13, qui est le virus le plus proche, donc la séquence la plus proche qu'on connaît actuellement, et le virus qui a émergé dans la province de Wuhan, il y a environ 4%. Alors, pour des gens qui ne sont pas molécularistes, 4%, c'est très très peu. Mais en fait, pour des gens qui ont l'habitude de faire ce genre d'études, 4%, ça correspond à environ 1200 mutations. Et 1200 mutations, c'est beaucoup, et ça représente des années d'évolution. Donc, nous, on a un petit peu remis en question, finalement, que ce virus était le vrai ancêtre proximal, alors que c'était publié dans la littérature, parce qu'on considère que ça n'est pas le parent direct du SARS-CoV-2, mais que c'est vraiment un cousin lointain, et qu'il manque d'échelons, finalement, entre ce virus de chauve-souris et le virus qui a donné naissance à l'épidémie telle qu'on la voit aujourd'hui. Ces observations permettent à Étienne de Crowley d'envisager 4 hypothèses pour expliquer l'émergence de SARS-CoV-2. Si cette épidémie est une épidémie zoonotique classique, c'est-à-dire qu'on a un réservoir qui est la chauve-souris dans lequel on a des coronavirus qui circulent et que ces chauves-souris, à un moment, infecter un hôte intermédiaire qui pourrait par exemple être un animal d'élevage et que la transmission vers l'homme s'est passée vis-à-vis de l'animal d'élevage, c'est important qu'on identifie cet hôte intermédiaire parce que ce n'est qu'en comprenant cette biologie finalement qu'on va pouvoir éventuellement agir au niveau de l'hôte intermédiaire pour éviter d'avoir des nouveaux événements de transmission zoonotique. Une deuxième hypothèse qui est apparue plus récemment est liée à un accident qui s'est passé dans la province du Yunnan en 2012. Il y a des mineurs qui sont allés dans une mine pour nettoyer les déjections de chauves-souris parce que ces déjections sont utilisées notamment comme engrais et donc ça a une valeur commerciale assez importante. Et donc ces mineurs sont tombés malades. Et 3 sont décédés d'une pneumonie atypique qui ressemble extrêmement fort aux pneumonies atypiques à coronavirus. Et donc à l'époque, en fait, il y a une thèse de médecins qui a été faite là-dessus et ils ont essayé de comprendre quelle était l'origine de ce virus et identifier le virus. Et donc ils ont collecté des échantillons, etc. Et ils ont étudié et ils ont vu que dans les sérums des patients, il y avait des anticorps qui reconnaissaient le SARS-CoV-1. Et la conséquence de ce travail de thèse, en fait, a été que les équipes de Zheng Ningxi, qui sont les virologistes qui travaillent au laboratoire de Wuhan, ont été dépêchés sur place pour aller collecter dans cette mine, justement, des échantillons de virus. Ils ont montré que ce qu'on croyait jusqu'à présent impossible ou très improbable, c'est qu'une partie des virus qui circulaient entre autres dans cette province du Yunnan, donc des virus qui circulaient chez les chauves-souris, étaient capables, du moins in vitro, d'infecter des cellules humaines.
Et donc ça, c'est une découverte importante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on considérait que pour qu'il y ait une transmission du coronavirus de chauve-souris à l'homme, on devait obligatoirement passer par un hôte intermédiaire. Ensuite, on peut faire d'autres types d'hypothèses. En fait, l'agriculture et l'élevage intensif posent des problèmes. Et un des problèmes, c'est qu'évidemment, s'il y a des épidémies qui se propagent dans les élevages, eh bien, ça peut être l'occasion de zoonoses. Et si ces élevages sont contaminés éventuellement par des coronavirus qui viennent de chauves-souris jusque dans ces élevages, ça peut être la source. Et donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Est-ce qu'éventuellement, il y a des infections à coronavirus qui n'auraient pas été détectées, qui étaient présentes et qui auraient été à l'origine de la zoonose. Donc ça, c'est un troisième type d'hypothèse. Et enfin, il y a un quatrième type d'hypothèses qui doivent également être évaluées, qui sont l'éventualité d'un accident de laboratoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les équipes vont échantillonner sur place les chauves-souris, et donc à ce moment-là, il y a des risques éventuellement de contamination du personnel qui va collecter les virus sur ces animaux, donc c'est une possibilité. Et après avoir séquencé, un des objectifs des laboratoires de Wuhan était de comprendre, mais au niveau moléculaire, qu'est-ce qui fait qu'un virus qui est présent chez la chauve-souris peut à un moment éventuellement devenir infectieux dans des cellules de singes ou des cellules humaines. Et donc, on peut se poser la question, quelles sont exactement les expériences qui ont été faites sur les virus collectés? Est-ce que dans l'ensemble des expériences qui ont été faites, est-ce qu'il y aurait pu avoir un accident qui ait conduit à l'émergence de ce virus? Qui aurait pensé qu'au XXIe siècle, avant le début de la pandémie, on parle de quarantaine, on parle de confinement. C'est quelque chose qui semble totalement d'une autre époque et d'une histoire qui semble révolue. Mais on ne comprend bien cela que si on pense véritablement à la notion de contagion et à l'urgence qui lui est associée. Et ça, c'est une notion qui vient de la compréhension liée à la théorie des germes. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on comprenait bien que peut-être le contact interhumain était propice au développement de la pandémie. Mais on ne comprenait pas le passage du germe d'une personne à l'autre. Or, avec la théorie des germes, on comprend véritablement qu'il n'y a pas de développement de ces maladies contagieuses sans ces chaînes de transmission et que la seule réponse, c'est la rupture de la chaîne de transmission. Le fait de faire un lien aussi avec des éléments de la vie en société, des éléments aussi des conditions du travail, les conditions de vie, la pauvreté et la misère physiologique. Et donc, pour guérir, pour remédier, il faut agir sur l'environnement. Et donc, la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe, c'est le grand moment où on va sortir les cimetières des centres-villes parce qu'on pense que ce sont des foyers miasmatiques qui sont propices à la diffusion des épidémies. C'est aussi favoriser la circulation de l'air et de l'eau. Donc, par exemple, on découronne les ponts couverts parce qu'on pense que l'air n'y circule pas et qu'ils sont des obstacles à la circulation sur ces couloirs que constituent les fleuves ou les rivières. Et donc tout cela forme vraiment un corpus de savoir assez cohérent qui, de fait, vont avoir un réel impact sur la diminution, en tout cas la transformation, l'évolution des maladies infectieuses, et cela bien avant que l'on dispose vraiment de thérapeutiques. Pour vaincre le SARS-CoV-2, beaucoup d'espoirs se sont portés sur le vaccin. Mais la recherche travaille aussi à l'élaboration de médicaments. L'arrivée du vaccin ARN, c'est une super avancée et elle est absolument complémentaire aux médicaments. Il y aura toujours, pour des raisons de tolérance ou de comorbidité ou de facteurs à risque, des gens qui auront besoin de médicaments. Il y aura toujours, au début d'une épidémie nouvelle,
besoin de médicaments pour arrêter le départ d'une pandémie. Et il y aura toujours des gens qui n'auront pas eu accès au vaccin pour raison X, Y, Z, et qui sera très important de traiter avec des médicaments. Pour cela, le laboratoire met à jour la structure cristallographique des virus. Déterminer les structures cristallographiques, ça permet de trouver des mécanismes et avoir des idées sur le fonctionnement. On voit l'image et tout de suite on comprend. Si par exemple vous ouvrez le capot d'une voiture et vous voyez qu'il y a des pistons, un carburateur, vous vous dites c'est un moteur à explosion. C'est exactement pareil pour un virus. Vous trouvez un virus, vous isolez ses enzymes, vous déterminez la structure et vous arrivez à trouver la fonction. Et donc nous avons trouvé des fonctions. Dans la polymérase elle-même, cette enzyme qui synthétise le génome, on a trouvé qu'elle avait des caractéristiques totalement particulière, unique à la famille des coronavirus. Sa rapidité, parce que le génome est grand, elle a évolué pour aller extrêmement vite, et en même temps qu'elle évolue, qu'elle est capable d'aller très très vite, elle fait des erreurs de réplication, et ce phénomène-là peut être exploité pour faire des médicaments antiviraux. On essaie de trouver des molécules qui vont s'insérer dans cette ARN polymérase comme un grain de sable dans une machine et qui vont la bloquer et fournir les médicaments de demain. Les différents virus ARN ayant un mécanisme de réplication assez semblable, un médicament valable pour l'un bénéficierait à l'ensemble des virus ARN. Mais dans l'attente de thérapeutiques, quelle solution s'offre à nous ? Dans la pandémie de Covid, on en a été réduit à des armes assez frustes qui sont celles de l'arrêt de la vie sociale, donc des armes qui finalement étaient celles que l'on connaissait depuis des siècles. Et ces mesures donc de quarantaine, elles ont d'emblée suscité leur opposition parce qu'elles sont parfois considérées comme inefficaces et parce qu'elles sont coercitives. Il y a eu vraiment des mouvements de révolte contre l'État, révolte aussi contre les médecins, parfois, qui étaient les vecteurs et les relais de l'épidémie. Et au XIXe siècle, le débat se focalise sur faut-il préserver l'économie ou faut-il préserver plutôt la santé, c'est-à-dire des débats qui nous sont très familiers aujourd'hui. Et de ce point de vue, on s'inscrit vraiment dans une longue durée des débats et des controverses. L'acceptation par les populations des contraintes sanitaires repose sur des connaissances sur l'épidémie et sa propagation. Ces connaissances sont produites en partie par des modèles mathématiques qui permettent de décrire, comprendre et prédire une épidémie. La manière dont un microbe se propage, dont une épidémie se propage, c'est quelque chose qui obéit beaucoup aux lois de la physique. C'est un peu comme un liquide qui se propage un petit peu, vous pouvez voir ça comme une épidémie qui se propage. Donc on peut utiliser ces outils-là. Et c'est des outils qui sont assez solides pour tout ce qui est... En fait, il y a plusieurs composantes dans une épidémie. Vous avez une composante qui va être très physique, qui va être la propagation elle-même. Mais après, vous avez une composante biologique, qui est combien de temps les individus sont porteurs de l'infection, à quelle vitesse ils guérissent. Et une dimension plus sociale, qui est comment les individus bougent. Le coronavirus, c'est un virus ARN. Donc on a séquencé les génomes et il y a eu beaucoup de partage de ces génomes. À partir de ça, et en faisant un peu des règles de parcimonie, c'est-à-dire vous allez dire si je vous ai infecté, la séquence du virus qui m'a infecté devrait ressembler beaucoup à la séquence du vôtre, parce qu'il y aura eu peu de temps pour que les mutations s'accumulent. En revanche, si j'ai été infecté par quelqu'un qui revenait d'Inde et que vous avez été infecté par quelqu'un qui venait de Belgique, a priori ça va être des virus très différents. Donc on peut comme ça reconstituer une sorte d'arbre généalogique, si vous voulez. Et donc là, ici, j'ai représenté cet arbre généalogique. Donc là, chaque extrémité de l'arbre, c'est un patient européen. Et les gros points bleus, c'est des patients en France, en fait, de France. Et donc, vous pouvez représenter comme ça un peu l'épidémie via cette sorte d'arbre généalogique. Et donc nous, un des travaux qu'on fait dans notre équipe, c'est à partir de ces informations, c'est la phylogénétique, on peut extraire des informations liées à l'épidémie. Donc on a pu montrer comme ça que l'épidémie avait ralenti dans la deuxième partie de mars,
On a pu estimer la durée pendant laquelle une personne est infectieuse. On peut voir aussi en fait sur cette représentation qu'il y a plusieurs introductions du virus en France. Enfin, voilà, on peut dire beaucoup de choses à partir de ces données génétiques et ça c'est un peu... c'est vrai qu'en France il n'y a pas beaucoup d'équipes qui analysent ça. Samuel Alison a rejoint la plateforme de modélisation ModCov-19 créée à l'occasion de l'épidémie. Elle regroupe environ 500 scientifiques d'horizons très différents. ModCov-19 s'est aussi intéressé à tout ce qu'il y avait autour de l'épidémie. Donc, je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est comment est-ce qu'on peut limiter les contacts dans un établissement scolaire. Et on a contacté Bertrand Maury, qui est professeur de mathématiques spécialisé dans les mouvements de foule. Et donc, il a regardé l'impact que pouvait avoir l'emploi du temps dans un établissement scolaire, l'endroit où on mettait les classes, la façon dont les élèves allaient se déplacer, quel était l'impact de tout ça sur les contacts qu'il allait y avoir à l'intérieur de l'établissement scolaire. Et donc, grâce à la modélisation, il est capable de donner un score de contact à un emploi du temps et choisir celui qui va être le moins impactant au niveau des contacts. Donc un deuxième exemple, c'est l'aération des pièces. Donc combien de temps il faut ouvrir les fenêtres, à quelle fréquence en fonction de la densité de population dans la pièce. Il y avait également de l'aide sur l'opérationnel, donc de la gestion des appels au SAMU qui ont été dépassés au début, donc savoir un petit peu comment on faisait pour améliorer cette gestion des SAMU, de la répartition dans les lits, surtout lors de la première vague où on a eu besoin de transferts, même au niveau plus basique de la gestion des personnels à l'intérieur des services. Donc tout ça, c'est de la modélisation autour de l'épidémie qui peut aider les pouvoirs publics, qui peuvent aider les pouvoirs publics à prendre des décisions ou à communiquer vers le grand public pour expliquer ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'épidémie en renforçant un certain nombre de gestes qui sont peu coûteux finalement. C'est vrai que la santé publique, ça ne s'improvise pas non plus, à la fois au niveau du recueil des données. Donc sur le Vietnam, par exemple, depuis 10 ans, ils construisent une base de données avec signalement dans les 48 heures pour un certain nombre de maladies infectieuses, un suivi de vaccination qui est à jour. En France, ça a été une des... beaucoup de gens se sont rendus compte de l'état de la gestion des données en France. Je pense que ces pays dits du Sud sont les pays qui connaissent le mieux les maladies infectieuses et qui n'ont pas oublié ce que c'est, qui n'ont pas oublié les enseignements des maladies infectieuses, qui ne se regardent pas ça comme un objet curieux, mais qui se souviennent collectivement, qui ont la mémoire de ce que c'est, qui savent les gérer, qui savent les traiter et qui ne font pas comme si tout d'un coup quelque chose débarquait du ciel. C'est peut-être toute la différence et toute la leçon qu'il y aurait à tirer de ça. C'est aussi l'Asie du Sud-Est est par exemple un gros foyer de maladies infectieuses. Et cette gestion, c'est aussi une habitude de faire face à ces maladies. Depuis le SRAS et la grippe aviaire, l'idée que la santé humaine, animale et environnementale sont liées est acquise. Des organisations mondiales, dont l'OMS, ont décidé de travailler ensemble à la prévention des épidémies. Mais sans aucune obligation contractuelle pour leurs États membres, il y a eu jusque-là peu d'effets sur le terrain. En revanche, le règlement sanitaire international, lui, est un règlement qui a force obligatoire pour tous les États qui y participent, qui sont l'intégralité des États de l'OMS, donc l'ensemble en fait des États qui participent aux Nations Unies. Et cette force obligatoire, c'est une force obligatoire qui concerne la déclaration des maladies, le fait de lutter ensemble contre des pandémies, de donner les moyens à l'Organisation mondiale de la santé d'avoir des informations adéquates sur une émergence d'épidémie qui pourrait aussi tendre à être une pandémie. Donc on voit qu'en fait, il y a des outils au niveau international et la question qui se pose, c'est est-ce que ces outils ont été bien utilisés lors de la pandémie que l'on connaît là actuellement et de quelle manière, parce qu'il faudra sans doute revenir sur ce qui s'est passé et sur l'histoire et sur aussi l'histoire réglementaire de cette pandémie. La médecine individuelle, c'est soigner les gens une fois qu'ils sont malades. La médecine populationnelle, c'est empêcher qu'ils tombent malades finalement. Et c'est ce côté, c'est cette dimension de prévention en santé publique, cette nécessité de raisonner
au niveau de la population, pas au niveau de l'individu, qui, je pense, a été mise en avant dans cette crise. Et donc c'est un peu aussi un rappel à la réalité, d'une certaine manière. L'importance de la prévention est l'un des enseignements de cette crise. D'autres sont tout aussi essentiels aux yeux des scientifiques. À l'heure actuelle, on ne parle que des coronavirus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de virus potentiels qui peuvent arriver, du type Indra, Nipah, des picornavirus, voilà. Donc ce côté anticipation, il est extrêmement important et il n'est pas du tout pris en compte. Ce n'est pas de la recherche clinique, c'est de la recherche fondamentale d'anticipation qui n'est pas sérieusement prise en compte en France. Il y a des systèmes géophysiques qui font que la Terre se réchauffe. Le problème qu'il y a aujourd'hui est double. C'est que l'industrialisation, l'homme, augmente extrêmement rapidement la courbe, justement, du réchauffement. Et que donc le temps d'adaptation des espèces est trop court pour pouvoir s'adapter. Ce que je veux dire, si ça se fait lentement, eh bien, on a des sélections qui s'opèrent et on peut justement passer et avoir une transition qui se fait au fur et à mesure du changement environnemental. Quand c'est très brusque, eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'automatiquement, il y a des dégâts, et des très gros dégâts. Et c'est ça le problème de la diversité biologique. Le deuxième système, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je pose la question aujourd'hui, qu'on me cite un animal, de la taille de l'homme, même plus petit, qu'on me cite un animal qui peut se permettre d'avoir 7 milliards, 8 milliards d'individus sur la Terre. Qu'on m'en cite un. Et on me dit que dans 50 ans, il y aura 9-10 milliards. Mais comment va-t-on nourrir 9-10 milliards d'individus sans faire de la protéine de masse, sans entrer dans les écosystèmes, en conservant tout? Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les productions de masse qui risquent d'être effectuées, qu'ils soient animales ou végétales, seront des réacteurs biologiques à pathogènes. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est cette course aussi qu'il y a à l'armement entre pathogènes et ce qu'on leur fournit, et ce dont nous avons besoin, et la protection de l'environnement. Je crois que c'est un schéma extrêmement complexe, mais qui ne peut se résoudre, pour moi, qu'à l'échelle mondiale, où tout le monde doit prendre des responsabilités par rapport à cela. Il faut s'interroger sur nos pratiques. Alors quand je dis nos pratiques, je dis toutes nos pratiques. Est-ce qu'il est raisonnable de collecter du guano dans des mines dans lesquelles il y a des chauves-souris qui sont infectées par des virus potentiellement pathogènes? Est-ce que l'élevage intensif tel qu'il est pratiqué peut être continué de manière soutenable? Est-ce que le trafic d'animaux sauvages porte des risques importants de transmission de maladies? Et est-ce qu'il est éthiquement soutenable ou responsable de faire des expériences sur des virus à potentiel pandémique? Il faut vraiment que la communauté scientifique, et même plus que la communauté scientifique, il faut que les civilisations s'emparent de ces questions et réfléchissent à ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec ces outils. Et voilà, je crois que c'est un objectif qu'il faudra atteindre dans les années qui viennent.